Yaorana, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents autour de cette table ronde. Merci à nos chers invités, merci à nos internautes réunis autour d'un enjeu central de l'école, enseigner par le sens. Derrière cette expression, il y a des questions très concrètes. Comment faire comprendre aux élèves ce qu'ils apprennent? Comment éviter les apprentissages mécaniques ou hors sol? Comment articuler exigence, clarté, compréhension, expérience et engagement? Pour éclairer ces questions, nous avons réuni 4 chercheurs et praticiens aux approches complémentaires. Je les remercie d'être présentes et présents autour de nous aujourd'hui. Ils sont intervenus en Polynésie auprès des enseignants, auprès des formateurs, auprès des cadres de l'éducation de Polynésie française. Sincèrement, merci d'être présents et je vais de suite leur laisser la parole afin qu'ils se présentent. Monica. Yorana, no te vau atu I te haviti o te ihi numera. Je suis ravie de parler avec vous mathématiques aujourd'hui. Je suis Monica Nigoy, didacticienne, doctorante didactique. Je suis conférencière, formatrice et auteure. Je travaille à l'international. Je suis membre du CESEN, Conseil scientifique de l'éducation nationale, et je suis ravie d'être ici et de parler de mathématiques. Merci Monica. Steve? Bonjour. Alors, moi, mon nom, c'est Steve Bissonnette. Je suis professeur à l'Université TELUC, qui fait partie du réseau de l'Université du Québec. Mes travaux de recherche portent sur l'enseignement efficace et les écoles efficaces. Merci, merci Steve. Marie-France? Oui, bonjour. Alors, je suis Marie-France Bishop, donc je suis professeur émérite à l'université de Cergy-Pontoise et spécialiste donc d'enseignement de la compréhension et je suis rattachée aux sciences de l'éducation et de la formation. Merci Marie-France. Christelle? Yaorana, je suis Christelle Ferjou, je suis conseillère pédagogique départementale sur l'Académie de Poitiers. J'ai une mission d'accompagnement des pratiques d'éducation artistique et culturelle et des pratiques de classe dehors. Et je compléterai en disant que je suis aussi fille de l'Armorique. Je suis faite du bleu nacré de l'Atlantique et du vert du bocage de Gâtine. Merci pour cette poésie. Voilà une table ronde qui va être riche en couleurs. Nous allons d'abord clarifier ce que chacun met derrière cette idée de sens, puis croiser les approches à partir de situations d'enseignement, avant d'ouvrir aussi sur les obstacles, les conditions de mise en œuvre et bien sûr quelques perspectives concrètes pour la classe. Voici la première question. Que signifie enseigner par le sens? Juste après cela. Quand vous entendez l'expression « enseigner par le sens », qu'est-ce que cela signifie pour vous dans votre champ de recherche et de pratique? Je vais d'abord poser la question à Christelle. Alors pour moi, enseigner par le sens en classe dehors, c'est permettre à l'élève de vivre pleinement avec son corps entier les apprentissages. Donc c'est se confronter, c'est l'aider, enfin c'est l'accompagner à sortir de la classe. Le principe de la classe dehors, c'est quitter la salle de classe pour aller à la rencontre de son aire de vie. Là, je prends mes notes pour le dire aussi en tahitien. Son aire de vie, son Narutai Mareva, terre, mer, ciel. La classe dehors, elle va permettre à l'enfant non seulement de continuer d'apprendre, mais de continuer d'apprendre par tous les sens, avec le corps en mouvement. Et ça change beaucoup de choses, puisque c'est parce que son corps va être en mouvement qu'il va mettre du sens et c'est ce qui va rendre concret les savoirs qui sont à travailler. Merci Christelle. Marie-France? Oui. Alors, enseigner par le sens, alors, déjà dans le domaine de l'enseignement de la compréhension, c'est une question centrale, puisque l'accession au sens, comprendre le sens d'un texte, c'est déjà la base, c'est déjà l'élément central. Et permettre aux élèves d'accéder
à la ou aux significations, c'est vraiment le point d'ancrage de ce qui est finalement le fondamental de cet enseignement. Donc, comprendre le sens d'un texte, c'est aussi comprendre ce que dit le texte, mais aussi ce qu'il ne dit pas. C'est-à-dire accéder aux implicites, aller un petit peu plus loin. C'est aussi mettre en lien ces deux éléments pour se construire finalement une représentation, on va dire cohérente, en tout cas une représentation valide de ce qui signifie le texte. Alors, il y a aussi enseigner par le sens, c'est aussi donner du sens à l'enseignement de la compréhension, c'est-à-dire ne pas en faire un enseignement vide de sens, un enseignement répétitif avec soit des questionnaires, soit des exercices qui sont dénués de signification pour celui, bien sûr, qui les fait. Donc mettre plutôt les élèves dans des situations problèmes, et les accompagner pour qu'ils puissent résoudre ce problème, pour qu'ils puissent comprendre comment ils l'ont résolu, et finalement pour qu'ils puissent arriver à comprendre leur propre activité face à la situation. Et puis, j'ajoute, c'est que c'est aussi donner aux enseignants le plaisir d'enseigner, c'est-à-dire leur redonner redonner du sens à cet enseignement qui parfois est un peu abstrait, rigoureux, rébarbatif, avec cette crainte, les élèves ne comprennent pas, comment faire pour qu'ils comprennent, et les mettre dans des situations qui finalement vont être des situations qui vont permettre à tous de comprendre et d'accéder donc au sens. Merci Marie-France. Et de ton point de vue, Steve? Alors, moi, je rejoins une partie des propos que je viens d'entendre. Le sens, pour moi, c'est d'accéder à la compréhension. Et enseigner par le sens, c'est de mettre en place tous les moyens fondés sur des données probantes qui vont être capables de permettre aux élèves, et particulièrement les élèves en difficulté, parce que souvent, je m'amuse à dire que la compétence enseignante, c'est faire apprendre ceux qui n'apprennent pas seuls. Donc, quels sont les meilleurs moyens didactiques, pédagogiques, gestion de classe qui vont permettre aux élèves d'accéder au sens, c'est-à-dire d'accéder à la compréhension. Merci Steve. Et pour toi, Monica? En mathématiques, je vais commencer par dire que c'est vraiment la matière qui, pour trop de personnes, pendant trop longtemps, en beaucoup de pays, a été enseignée sans sens, ou on va dire a été appris sans sens. Et quand le cerveau de l'enfant ne voit plus le sens dans ce qu'il fait, 3 divisé par 1/2, je inverse et je multiplie, et je ne comprends pas pourquoi j'obtiens 6, c'est le début de la fin de l'amour pour les maths. Tu parlais de l'émotion, quand l'enfant ne comprend pas, il n'aime pas. Donc ça, c'est en général. Les mathématiques, il faut que tout au long de leur scolarité, on le fasse comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'on je fais sur une feuille de papier, tout seul, en silence, assis à table, mais que les mathématiques nous aident à voir ce qui est invisible et comprendre ce qui est incompréhensible. C'est ça que nous donnent les mathématiques. C'est une beauté, c'est une force. Comment faire ça avec les petits? Eh bien, il faut d'abord et tu m'arrêtes si je parle trop. La prémisse, l'hypothèse, c'est qu'on doit croire que l'enfant peut réfléchir, peut comprendre, peut penser mathématiquement. Enseigner par le sens, c'est enseigner la cohérence conceptuelle, pas seulement la maîtrise des procédures. Je dois savoir faire, mais le faire et le penser et le conceptuel vont ensemble. Je dois poser des questions profondes. Ça dépend de ce que je pose. Est-ce que je pose des questions low level, de bas niveau, ou est-ce que je pose ce que j'appelle des why questions? Pourquoi? Pourquoi? Et penser que l'enfant peut penser. Pour cela, il faut qu'on leur demande de verbaliser, de communiquer et de penser qu'ils peuvent le faire. Donc la verbalisation est fondamentale. Je verbalise car je modélise la façon de réfléchir et l'enfant aussi. Toutes ces, encore un autre serait de voir des corrélations, des communications, des connexions, des liens. Par exemple, ce que j'ai fait hier, ce que je fais aujourd'hui et ce que je fais demain. Ce que j'ai fait l'année dernière, ce que je fais l'année prochaine. Si j'utilise du matériel, tout le monde connaît le 1, le 10, le 100 et le 1000. Ça, est-ce que c'est seulement dans
les nombres de 1 à 1000, ou est-ce que je peux l'utiliser de 1000 à 1 million, de 1 million à 1 milliard? Je vois qu'il y a une régularité qui se continue et qu'il y a un lien. Donc, voir les liens. Voilà, toutes ces choses font partie d'une façon d'approcher le sens, mais croire que l'enfant peut s'attendre, donc les attentes que nous avons des enfants doivent être élevées, parce que pendant trop longtemps, les maths, c'était le domaine où you get a right answer. Tu dois obtenir la bonne réponse. C'est juste ou c'est faux. Le bic rouge, c'est juste ou c'est faux. Et voilà le nombre de points. Ah, j'ai bon, ah, j'ai pas bon. Mais est-ce qu'on discute les comment, les pourquoi, les stratégies? Et c'est la direction dans laquelle nous allons aujourd'hui, mais nous avons encore du travail à faire. Merci Monica. Vygotsky parlait de développement proximal, on était dans cette zone proximale de développement. Est-ce qu'aujourd'hui on est plus dans une zone proximale d'apprentissage et au regard de l'enseignement en Polynésie, est-ce qu'on peut parler de cette zone proximale d'apprentissage à travers une contextualisation? Marie-France par exemple, au niveau de la compréhension des textes que l'on peut trouver, légendes, mythes en Polynésie française, est-ce que voilà, cette contextualisation peut se faire au regard de tes recherches? Alors, une contextualisation, oui, certes. Alors, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur ce qu'a proposé Monica tout à l'heure, parce que en parlant des maths, Monica, tu parlais exactement de l'enseignement de la compréhension. C'est-à-dire que tu parles des compétences de haut niveau, des compétences de bas niveau, et en effet, mon engagement et l'engagement des collègues et sur le terrain, c'est vraiment d'amener les élèves à avoir accès aux fonctions de haut niveau, c'est-à-dire à tout ce qui est compréhension. Ben, voilà, je parlais des implicites, nous sommes exactement là, c'est-à-dire ce que l'on appelle les compétences de haut niveau. Et tu parlais aussi d'une mémoire de l'activité. Nous allons parler d'une mémoire, utiliser un terme peut-être, mais nous allons parler d'une mémoire didactique. La mémoire didactique, c'est ce dont je me souviens, ce que j'ai déjà fait, ce que je vais pouvoir réutiliser parce que je sais, la dernière fois, vous vous souvenez, nous avons fait comme ceci. Et en effet, on va revenir là. Et ça se construit aussi au cours de chaque activité. C'est-à-dire que chaque activité, si on revient à la question du sens, a du sens. Chaque activité a du sens. Et le sens de l'activité va nourrir le sens des prochaines activités que l'on va faire. C'est-à-dire que nous sommes vraiment sur cette idée qu'il y a un lien constant dans l'apprentissage, ne pas avoir de séquences découpées sans lien entre elles, mais au contraire, tirer un fil constant sur qu'est-ce qui s'apprend, comment je l'apprends, comment je peux aller plus loin dans l'apprentissage. Et justement, c'est là où on va pouvoir accéder, bien sûr, à un développement maximal. Et quand tu cites Vygotsky, nous sommes vraiment là-dessus. Et puis aussi, cette idée des liens. Comprendre, c'est mettre en lien. Faire des mathématiques, c'est mettre en lien. Je vois que nous sommes vraiment sur des éléments qui sont très, très proches, naturellement. Les structures et les régularités. Voilà. C'est ça, les grandes pour Vygotsky, vraiment, ce que je retiens, ce qui me paraît essentiel aussi, c'est le collectif. On apprend avec les autres. On apprend justement par la confrontation, par l'échange d'idées, par ces espaces, la classe, vivre la classe dedans et dehors. Je me tourne vers toi, Christelle, mais vivre la classe dedans et dehors comme un lieu, en effet, où on va réfléchir tous ensemble sur un problème commun et voir comment on va pouvoir le résoudre. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement, Christelle, parfois une incompréhension des enseignants sur cette notion de sens là? Et là, finalement, j'interroge les gestes professionnels. Alors avant d'évoquer les gestes professionnels, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Marie-France, sur la mémoire de l'activité. En fait, je crois que la classe dehors, elle facilite cette mémoire de l'activité. Parce qu'en classe dehors, la mémoire, elle est incorporée. Et c'est pour le coup les élèves, ce que Bergson dit, ce que l'on touche nous touche. En classe dehors, avant de réfléchir, on développe l'intelligence du geste. Les enfants vont rencontrer leur aire de vie en touchant cette aire, en touchant les éléments, en allant collecter sur le terrain. Et cette collecte, cette approche sensorielle va rester en mémoire et sur une mémoire longue qui va faciliter ensuite la remémoration en classe dedans. Donc bien sûr, alors là je reviens sur
cette idée de geste professionnel. Je crois que parmi les gestes professionnels qui sont spécifiques et en tout cas nécessaires à solliciter en classe dehors, il y a cette idée d'articulation entre la classe dehors et la classe dedans. Il n'y a pas de rupture, mais plutôt une continuité. La classe dehors, elle facilite la recherche de la continuité. Dans l'enceinte de l'école, les enseignants comme les élèves vivent des ruptures permanentes. On quitte la classe pour aller dans la bibliothèque. On partage, l'emploi du temps est partagé parce qu'on se partage les espaces entre collègues. En classe dehors, tout d'un coup, on vit dans un espace plus ouvert où il n'y a pas de rupture. Tout est fluide. Et cette fluidité, elle participe aussi à donner du sens à l'apprentissage pour les élèves et à l'enseignement pour les enseignants. En termes de gestes professionnels, peut-être aussi revenir sur l'importance d'une ingénierie dans la préparation, parce qu'effectivement, partir en classe dehors, ça se prépare, ça s'anticipe, mais pour justement être disponible quand on est sur l'espace dehors, à l'imprévisibilité de ce qui se passe dehors. Quand on emmène les élèves dehors, on leur propose un espace complexe. Parce qu'en fait, voilà, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de mur, les sens sont mobilisés en plus de l'intellect, et cette complexité du monde va favoriser le tissage entre les apprentissages. Et on évoquait tout à l'heure, lors de notre rencontre, quand j'aborde, j'ai apporté, je le montre ici, voilà, une feuille de Uru qui a été mobilisée par des enseignants que j'ai pu accompagner cette semaine dans le cadre du séminaire. C'était donc, sur cette feuille de Uru, on a la synthèse d'écriture mathématique et numérique mobilisée par les collègues sur une situation finalement qui est partie d'un conte, d'un extrait de récit qu'on a cherché à représenter avec les éléments naturels avant d'arriver à des écritures mathématiques, donc à une modélisation, mais les collègues, naturellement, après 15 jours de séminaire, ont mobilisé une grande feuille de Uru pour justement écrire ces écritures mathématiques. Donc, les gestes professionnels, ils sont là, c'est-à-dire qu'on prépare, mais pour être encore plus à l'écoute des enfants. Steve ? Alors, moi, je reviens sur l'importance de comprendre ce qui est prévu. Et ça devient important de partir de ce que l'élève sait ou ne sait pas pour être capable de choisir les meilleurs gestes didactiques et pédagogiques pour les faire réussir. Parce que quand on parle de sens, on peut y voir aussi l'aspect de la motivation, c'est-à-dire est-ce que la tâche suscite une forme d'intérêt chez l'enfant ou chez l'adolescent. Et pendant longtemps, beaucoup d'enseignants, et encore aujourd'hui, ont tendance à penser que plus un élève est motivé, meilleur il sera à l'école au niveau de son rendement. Or, les recherches récentes de mes collègues à l'Université Laval, Frédéric Gay et d'autres, ont montré que c'est une relation qui est complètement inverse. C'est-à-dire que quand on mesure la motivation intrinsèque d'un élève et qu'on regarde son rendement mathématique, l'hypothèse qui était faite au départ, c'est plus le niveau de motivation intrinsèque est élevé, meilleur sera son rendement. Or, les chercheurs ont découvert que c'est totalement le contraire. C'est-à-dire que plus un élève réussit à l'école et vit le succès, meilleur sera son niveau de motivation. On a découvert la même chose en lecture et Bressou a découvert la même chose aussi à l'Université de Grenoble. Donc, quand on revient au sens, pour moi, ce qui est le plus important, c'est est-ce que les moyens qu'on met en place permettre aux élèves, et en particulier ceux pour qui l'école doit faire une différence, c'est-à-dire les élèves en difficulté, est-ce que ces élèves-là, peu importe le moyen qu'on prend, est-ce qu'ils accèdent à la compréhension? Parce que si le succès n'est pas au rendez-vous,
C'est une baisse au niveau de la motivation scolaire, c'est une baisse au niveau de l'estime de soi, c'est une baisse au niveau des probabilités d'obtenir un diplôme d'études. Et la dernière étude de Grégoire Bost a montré que c'est même une baisse du bien-être à l'école. Donc, pour moi, le succès, il est un objectif qu'il faut provoquer chez la plus grande quantité d'élèves. Et quand l'élève réussit, ça fait du sens. Merci à tous les quatre. Pour reprendre des mots forts sur cette question, que signifie enseigner par le sens ? Donc le plaisir d'apprendre, mais aussi le plaisir d'enseigner, l'importance d'aller et de mettre en place les meilleurs gestes pédagogiques et didactiques, de s'appuyer sur des données probantes, donner du sens aux élèves, donner du sens par l'enseignement. Ça veut dire aussi, pour moi, interroger la formation des enseignants pour pour développer des gestes et des micro-gestes professionnels qui vont pouvoir donner accès au sens, j'allais dire, accès à la lecture aussi. Peut-être que c'est une première préoccupation dès les petites classes pour accéder à ce sens. Je vous remercie. Nous allons passer à une seconde question. Comment le sens se construit-il concrètement dans les apprentissages après ceci ? Comment le sens se construit-il concrètement dans les apprentissages ? Il s'agit de montrer que le sens ne se décrète pas. Il se construit, on a pu entendre les différents témoignages, il se construit dans des choix de dispositifs, une connaissance didactique et pédagogique, des gestes professionnels, un étayage spécifique et aussi bien sûr tout un travail de progressivité, on va le dire. Donc très concrètement, comment construit-on le sens dans une séance, dans une séquence, voire dans une progression ? Monica, en mathématiques, comment faire en sorte que les élèves ne fassent pas seulement des procédures, mais construisent réellement du sens ? Alors, il y a beaucoup à dire, surtout parce que ce que je viens d'entendre, j'ai envie de rebondir sur chacun. Mais on va prendre un exemple, parce que les exemples parlent. Donc, on met une fraction au tableau, un sujet de difficulté de beaucoup d'élèves qui ne devrait pas l'être, et on met, mettons, 3/4. Et on demande, c'est quoi le sens de cette fraction ? La réponse entre nous, et les profs qui nous écoutent le savent, c'est que le sens de la fraction pour les petits, quand on commence, quand on est au CE1, par exemple, c'est je prends un carré qui représente un brownie, qui est souvent carré, et on lui demande, parce qu'il découvre pour la première fois ce que c'est un quart et un demi, on lui demande, par rapport à son vécu, tu le partages avec un ami pour que ça soit la même quantité. Donc, il va le plier comme ça ou il va le plier comme cela. Il va faire des demi-brownies. Et puis, la séance progresse du concret parce que ça lui parle. Il aime assurer sa moitié. Pour l'instant, il parle de moitié. Après, il apprend le demi. Et dans une séance, parce que tu me demandes sur une séance, voire sur le long terme. À la fin de la séance, après, ça c'est le concret, l'imagé, c'est cette mémoire dont tu parles, Christelle. Il faut qu'une mémoire reste, donc on a des dessins des différents demi que les enfants ont trouvé, parce que c'est ça ou c'est ça au début, mais la surprise à la fin, c'est qu'il y a une infinité de façons de couper cela en deux, mais ça c'est la surprise de la fin. Et à la fin de cette séance de CE1, où ils sont petits, mais ils connaissent, depuis qu'ils ont 5 ans ou 4 ans, qu'est-ce que ça veut dire partager une demi-pomme avec ma maman ou une demi? Et ils savent très bien que tu as eu plus que moi. Ils savent la partition et ils savent la justice. Donc, on se base sur quelque chose qu'ils savent. Partager la nourriture et l'égalité, la justice, to be fair, être juste. Et à la fin, on montre 1 sur 2. Et on dit, mais pourquoi les mathématiques? Alors là, on rentre un peu dans l'abstraction, dans le sens que c'est le symbolique. Ça ne parle pas à l'enfant. Il y a le 1, il y a le 2. C'est une structure bipartite avec 2 nombres entiers et un trait. Et on demande à l'enfant, pourquoi crois-tu que les mathématiciens et les mathématiciennes ont choisi 1 sur 2 pour ce que tu viens de faire? Eh bien, ce qui est incroyable, c'est qu'un petit qui vient de faire ça, qui vient de discuter les différentes façons de faire des demi et des quarts, vont dire, eh bien, c'est un tout qu'on a partagé en 2 ou un tout qu'on a partagé en 4. Et en réalité,
la notation veut dire deux choses. L'action de diviser ce qu'il vient de faire et le résultat, la part de brownie que chacun a reçu, un demi ou un quart. Donc, si je résume, et c'est ce que tout le monde connaît, l'expression du concret vers l'imagé, vers l'abstrait, mais dans chacune de ces 3 étapes, il y a des sous-étapes, parce que le concret va du très concret vers le semi-concret. L'imagé, ça peut être le corps qui se souvient, ça peut être un dessin, ça peut être une structure. Je fais aussi les maths en famille, une de mes séries vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est les petits qui marchent sur la bande numérique et qui le sentent dans leur corps, qui le parlent, qui les gestent et ils savent que les nombres sont plus loin. Donc, c'est pas toujours le papier, ça dépend. Mais il y a ce concret. Ensuite, il y a l'imagé. Et c'est après qu'on introduit l'abstraction qui est en fait la symbolisation. L'enfant n'arrive pas, quand il est petit, à l'abstraction. Il voit le symbolique qui renvoie à une idée abstraite en construction. Et puis à l'autre bout, à CM2, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a eu les petits, on a montré ce que c'est une fraction aux petits, c'est la partie d'un tout, partie d'un brownie. Mais quand on arrive au sixième sens des fractions, parce qu'on les fait tout au long et on évolue chaque fois en construisant sur ce qu'ils savent et en ajoutant un peu de nouveau, comme Steve a dit, pour qu'ils sentent du success, pour qu'ils sentent un sentiment de j'ai compris, je peux faire. On ne va pas donner plein de choses nouvelles, on va donner un peu de nouveau et beaucoup de connu. Et à la fin, quand j'arrive au CM, c'est la fraction comme division. Ça, c'est plus dur parce qu'on a vu partie tout, on a vu partie d'un ensemble, on a le nombre sur la droite. Alors, on donne aux élèves de CM 3 gâteaux, ils doivent partager par 4 personnes. Ils ne savent pas que le quotient, c'est 3/4, mais ils font le partage. Ils s'imaginent 3 tartes à diviser par 4 personnes. Et il y a 3 façons dont ils le font, c'est génial. Et peu à peu, on va vers la compréhension, la 6e sens de fraction. Donc, partie tout, partie d'un ensemble, une longueur, une mesure, 3/4 d'heure, 3/4 de mètre. Donc, il y a toutes sortes. Et la seule façon... Et je termine. La seule façon qu'on va vraiment enseigner la fraction comme un nombre qui vit sur cette droite numérique au collège, ce voyage est long. On ne peut pas sauter à l'abstraction sans faire les différentes étapes de façon concrète, imagée, abstraite, pour que l'enfant le sente, le vive et s'en souvienne. Voilà. On voit combien la manipulation est essentielle, indispensable. Alors, c'est vrai qu'on a des représentations parfois qui ont été plutôt inculquées aux enseignants, où on manipule beaucoup au cycle 1, à l'école maternelle, cycle 2 encore un peu, et puis plus du tout au cycle 3. Donc la manipulation accompagne chaque étape du parcours de l'élève. Et c'est un art de savoir manipuler, parce que dire « je manipule », juste puisqu'on fait des éléments, parce qu'il y a tellement de difficultés. Je donne 2. C'est savoir quel objet, quel matériel choisir à quel niveau de développement. Un sac de 10 billes va parler comme dizaine pour le petit, tout petit, mais va ennuyer les CM. Et si je prends des disques nombres de 1, de 10, de 100 et de 1000 de la même taille, mais de différentes couleurs, ça va perdre les petits. Donc, il faut savoir comment utiliser de façon à ce que, comme dit Zoltan Dienes, arriver au secondaire, dans la numération, on n'a besoin d'aucun objet de manipulation parce qu'on a été dans multiple representations, dans beaucoup de représentations du plus concret au plus abstrait. Mais ce que tu dis, c'est absolument vrai. La façon, je vous donne un exemple. Lorsqu'on montre ça, vous voyez, un petit demi-disque, allez, comme ça, à des adultes, j'étais sur un plateau télé et j'ai dit, il y avait 5 adultes, et j'ai dit, c'est quelle fraction? À l'unisson, on dit 1/2. D'accord? Et là, on voit des concepts difficiles que nous essayons dans l'approche de Singapour d'instaurer dès le début, c'est que, est-ce que je t'ai dit l'unité, le tout? Si ça, c'est mon tout, et même ça, c'est pas la bonne couleur, parce qu'un enfant très précis va dire la moitié d'un bleu n'est pas marron, mais imaginez que c'est la même couleur, je ne les avais pas. Et ça, c'est bon. Mais si ça, c'est mon unité, ou mon tout, ça, c'est la demi. Mais si mon tout, c'est 3 cookies, ça va être un 6e. Donc, chaque aspect des fractions est important, mais souvent,
on dit, bah, ça c'est des demi, et c'est même marqué un demi, parce qu'on n'a pas la flexibilité de l'esprit de dire, ça peut être l'unité, ça peut être l'unité. Et après, ils adorent quand ils comprennent, ils sont excités. J'ai dit, et si ça c'est l'unité, le quart, ils vont me dire, c'est 2. Donc une fraction, c'est la relation entre une partie et un tout. Encore une fois, relation. On est complètement d'accord sur les relations en mathématiques. Merci Monica. La classe dehors, elle est souvent perçue, on va dire, je vais exagérer un peu certainement, comme plus naturelle, plus motivante. Mais comment vraiment transforme-t-on cette expérience en apprentissage porteur de sens? Il ne suffit pas de sortir de la classe et d'aller dehors, Christelle. Donc, ben oui, tu as tout à fait raison, Joël. En fait, on a peut-être tendance à penser que naturellement, le dehors va participer à rendre disponible l'apprentissage des élèves parce on va identifier une meilleure écoute, mais en fait c'est exigeant du point de vue, du côté de l'enseignant, il va devoir en fait repenser parce si on revient sur cette notion de progression, de séance, de séquence, l'enseignant en fait il continue de faire classe en allant dehors. Donc, il doit continuer à mobiliser ses gestes professionnels d'enseignant de classe. Et par contre, ce qui va être modifié, c'est que la séance qu'il a conçue pour aider les élèves justement à rentrer dans la compréhension, elle va se déplacer légèrement si elle est pensée dehors. Par exemple, si je m'appuie sur ce que tu proposes, Marie-France, autour du Visibiléo, on peut tout à fait transposer l'outil Visibiléo en classe dehors, en mobilisant tout simplement les éléments naturels qui sont autour de nous. L'avantage du dehors, c'est que les élèves ont à leur disposition une variété et une quantité d'éléments, de pièces détachées, de pièces mobiles. Et en fonction de l'âge où ils en sont, ils ne vont pas mobiliser les mêmes pièces, ce dont tu parlais, Monica. Et donc, en classe dehors, ce qui reste invisible dans ce que l'on apprend, comme la lecture, peut devenir visible avec les éléments de la nature. Donc, et non seulement on va mobiliser la compétence précise disciplinaire, mais en parallèle, on va permettre à l'enfant de rencontrer son milieu. Et ça, je reviens sur cette importance de la rencontre avec le milieu, parce que chaque classe dehors est différente dans le sens où c'est une pédagogie située. Donc l'enfant va rencontrer le milieu et va prendre la mesure de ce qu'il y a dans ce milieu. Quel que soit leur âge, ils vont en fait ils vont justement mobiliser. La première fois qu'ils mobilisent la feuille de Ourou, c'est une première découverte pour eux, mais après ça va devenir une évidence que cette feuille-là en particulier, elle est intéressante pour rendre visible ce que l'on a compris. Merci Christelle. Steve, parlons explicitation. En quoi le fait de rendre explicite à la fois tous ces gestes d'élèves, tous ces objectifs, tous les critères de réussite, peut-il renforcer le sens? En fait, c'est ce qui permet, d'une part, l'apprentissage et de vivre le succès. Parce que les élèves ne partent pas tous du même point de départ. Donc, c'est très, très, très important de savoir à qui on enseigne. Et ensuite de ça, moi, je suis un adepte des données probantes. Donc, il faut aller fouiller la littérature scientifique pour être capable de vérifier quelles sont les meilleures façons d'aider l'apprentissage. Et Monica vient de montrer clairement que la stratégie concret, semi-concret, abstrait qui est documentée depuis des lunes et la raison pour laquelle on s'est intéressé à la méthode de Singapour, c'est parce que le pays avait des résultats extraordinaires à des épreuves internationales. Donc, à partir du moment où on s'intéresse aux pratiques qui sont susceptibles de favoriser l'apprentissage et la compréhension, ce que la recherche nous dit,
c'est que le choix des méthodes didactiques et pédagogiques devient extrêmement important. Pour les élèves qui ont des difficultés, les méthodes moins structurées, où l'exploration est très présente, où la découverte est très présente, sont des méthodes extrêmement inefficaces pour des élèves qui ont peu ou pas de connaissances antérieures face aux apprentissages proposés, alors qu'une démarche beaucoup plus structurée de type enseignement explicite avec modelage, pratique dirigée, pratique autonome. Le National Reading Panel aux États-Unis, en 2008, qui a fait l'analyse de au-delà de 16 000 recherches sur l'enseignement des mathématiques à partir de la première année jusqu'en 7e année, a été capable de montrer très, très clairement que pour ce type d'élèves-là, c'est l'enseignement explicite qui donne les meilleurs résultats, auquel on peut aussi combiner un enseignement réciproque, c'est-à-dire, vous avez parlé de travail collaboratif, tout à fait, mais le travail collaboratif se situe après avoir présenté aux élèves des concepts qu'ils ont compris. Ils peuvent se réenseigner les mêmes choses ensuite de ça, mais ce qui est important, c'est de mettre en place tous les moyens les plus pertinents pour provoquer l'apprentissage, pour que l'apprentissage permette de vivre le succès. Et à partir du moment où le succès et la compréhension ont été obtenus, le boulot n'est pas terminé, là. C'est-à-dire que Monica disait, il faut que les choses s'enchaînent, il faut que ça s'emboîte. Une bonne planification annuelle de l'enseignement fait en sorte qu'on a déjà prévu un ordre des concepts qui vont être présentés. On a aussi ce qu'on appelle de l'ingénierie de curriculum. Dans l'ingénierie de curriculum, on identifie les idées maîtresses d'un programme, on les ordonne du plus simple au plus complexe et on doit s'assurer que les élèves comprennent ce qui est proposé et on va même, si les différents contenus sont plus difficiles à emboîter, on va prévoir des périodes de révision pour permettre aux élèves de ne pas oublier, surtout si j'ai travaillé fort et que les élèves ont travaillé fort pour apprendre un concept, on ne veut surtout pas que ces concepts-là ne soient pas retenus en mémoire, parce que comprendre, c'est une chose, retenir, c'est autre chose. Et pour être capable de retenir, on doit avoir, bien sûr, accès à la compréhension, mais on doit réutiliser ce qui a été compris, sinon, l'oubli va s'installer. On connaît ça depuis la fin des années 1800, mais on avait peut-être oublié qu'on doit réactiver les connaissances si on veut les maintenir en mémoire. Merci Steve. Alors, par rapport au fait de s'appuyer sur la recherche didactique, sur les recherches didactiques probantes, Marie-France, comment pas à pas et Visibiléo rendent-ils visibles les processus de compréhension ? Oui, alors, c'est vrai que là, donc, d'où le nom, Visibiléo, en effet, c'est que là, il y a deux démarches didactiques qui consistent à accompagner les élèves pour qu'ils puissent vivre un travail sur une tâche complexe et qu'ils puissent être en mesure de comprendre et d'analyser par l'enseignement, justement, une forme d'enseignement réciproque, qu'ils puissent être en mesure d'analyser les procédures et ensuite donc de garder mémoire de ces procédures, de les mettre en lien et d'envisager une progression, mais peut-être que j'en parlerai tout à l'heure. Alors, je vais peut-être rebondir sur l'idée que le choix des méthodes, en effet, est important et que on peut aussi, en tout cas, malgré les études et les études importantes qui sont faites, il y a aussi d'autres études qui disent que, eh bien, malgré tout, le fait, la démarche qui passe systématiquement par le modelage, eh bien, n'est peut-être pas la seule démarche. Et il y a aussi des études qui prônent une démarche beaucoup plus sur une situation-problème, donc qui repose vraiment sur une bonne connaissance didactique de la situation par l'enseignant. Quel texte je veux faire étudier ? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans ce texte ? Comment je vais préparer et mettre en œuvre mon dispositif ? Une fois que c'est fait, eh bien, on va accompagner, donc d'où les expressions de pas à pas ou de visibiléo, on va accompagner très fermement les élèves pour qu'ils puissent avancer dans la compréhension tout en signalant, en le faisant, eh bien, ce qu'on est en train de faire. Et c'est vrai que là, nous sommes bien sur un enseignement explicite, puisqu'on explicite les procédures, on les rend visibles, on les nomme, on les garde surtout en mémoire, et on peut même, et on envisage, pas on peut même, à mon avis, on envisage une progression qui va aller vers l'autonomie du lecteur,
Et on envisage des apprentissages autour de cela, mais on voit bien que nous sommes sur un enseignement explicite qui est fondé sur un accompagnement. Un accompagnement, c'est-à-dire que la stratégie ou les procédures utilisées ne sont pas nommées, modélisées puis employées, elles sont mises en œuvre, employées, nommées en même temps qu'on les emploie, puis gardées en mémoire. Donc là, nous avons, je pense, des approches complémentaires, en effet, parce qu'il est important de nommer et de donner modèles et de construire des modèles, mais les modèles peuvent être construits en cours de route, en accompagnant justement les élèves dans cette construction. Monica, tu veux rebondir? Oui. Donc, oui. Oh, tu veux continuer? OK. Donc, 3 choses, une demi et 2 entiers. Alors, la progression dont Steve a parlé, je voulais ajouter seulement que même les méconceptions, les misconceptions, qu'on dit méconceptions dans la recherche, mais on peut dire les conceptions erronées, sont pensées parce qu'elles sont recherchées et on sait les pièges dans lesquels les enfants tombent, et elles sont aussi inclus et planifiés pour que les enfants les rencontrent. Donc, tout est pensé. Mais je voulais aussi essayer de voir, je pense qu'il y a une façon de réconcilier, parce que j'aime toujours réconcilier, voir les liens. Je pense qu'il y a j'allais interrompre, mais après, j'allais dire ce que je peux rebondir. Ce que Steve a dit, j'imagine, parce que j'imagine que dans notre public, beaucoup de profs ou d'auditeurs se disent « Oui, mais c'est très dirigé. C'est comme direct instruction. C'est magistral. Le prof est toujours en contrôle. L'élève est passif et reçoit. » Justement, c'est souvent l'explication du malentendu, c'est qu'on pense que explicit instruction, que l'enseignement explicite, c'est direct instruction, que nous avons tous connu, où nous étions à l'université et pendant 1 heure, on écrivait tout, jamais le prof se retournait vers nous parce qu'il ne pouvait pas, il y avait trop de gens, et qu'on dormait ou qu'on mangeait ou qu'on ne comprenait rien, ce n'était pas son problème, il transmettait. Dans la méthode explicite, l'élève est sur le qui-vive, il n'est pas passif, il est sollicité tout le temps, et les questions que les profs posent sont aussi très bien pensées pour qu'il est constamment en train d'expliquer, de justifier et de verbaliser. Donc ça, c'est une chose. Voilà, je pense, ce serait bien de continuer à discuter, mais je pense je sais, parce que beaucoup de profs me disent, oui, mais c'est tellement bien de chercher. Bien sûr qu'ils cherchent. Dans les programmes français, les verbes, le premier verbe qui sont les 5 verbes en maths, c'est chercher. Chercher. Bien sûr qu'on doit chercher. Un mathématicien cherche, nos enfants doivent chercher. Puis l'autre point, c'est le succès dont tu as parlé. Je voulais seulement aussi ajouter que quand un enfant vit un succès, et quand il est là, il pense qu'il est nul, qu'il ne peut pas, et puis il peut. Il y a beaucoup de choses qui se passent, et ça on le sait de la psychologie et de la neuroscience, qu'il y a une poussée de dopamine, quelque chose de très concret, qu'il y a un coup gagnant là, parce que tout à coup, l'enfant, il y a une différence, une opposition entre ce qu'il pensait, que c'était inintéressant ou qu'il ne pouvait pas, et ce qu'il a compris, ce qu'il a vu ou le succès qu'il a eu. Et qu'est-ce qu'on trouve? C'est une augmentation d'attention et il veut apprendre en plus. Donc le succès, la surprise, parfois surpris lui-même qu'il a succès, est une motivation. Il devient plus motivé et il veut apprendre davantage. Ça, it's really research qui le montre. Voilà. C'est les 3 choses que je voulais ajouter. Merci, je suis Monica. très passionnée, excusez-moi. Marie-France pour terminer, puis après Steve. Et donc, juste pour continuer, alors, il n'est pas question de laisser chercher sans cadre. Le cadre didactique est vraiment, et on parlait des gestes professionnels, c'est vraiment la préparation de l'enseignant, la solidité de sa lecture du texte, ce qu'il y a à comprendre, ce qu'il veut que les élèves comprennent, et aussi la solidité du dispositif. Par exemple, le pas à pas, il va y avoir le texte, le principe c'est je découpe le texte dans les endroits où il va y avoir un nœud de compréhension, où il peut y avoir une fausse piste. C'est-à-dire que, et je pose une question, une seule question, une question inférentielle, on parlait d'activité de haut niveau intellectuel, chacune de ces questions est une question qui va conduire l'élève à établir, à repérer, faire les liens
dans le texte. C'est-à-dire que sa question le guide fortement sur la compréhension. En même temps qu'on le fait, bien sûr, ces questions renvoient à des processus. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, eh bien là, par exemple, nous avons compris parce que. Eh bien, parce que nous avons relevé des éléments, je ne sais pas, parce que, par exemple, il y avait une ellipse, on a comblé l'ellipse, voilà. On va mettre en place des procédures. Donc ça me paraît un élément très, très important. Le deuxième élément, c'est qu'il n'est pas non plus là. Alors, il n'y a pas cette étape de modélisation. C'est-à-dire que le modèle, on va le poser après, à la fin. Je vais citer, et je peux... Bien sûr. Je vous en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais hier ou avant-hier, nous étions dans un CJA et nous avons vu donc une séance. Nous étions dans la circonscription avec laquelle je travaillais, nous avons travaillé sur les textes informatifs documentaires. L'idée étant de ne jamais laisser les élèves face à une tâche. Si on n'a pas étudié, bien sûr, l'activité sollicitée par cette tâche, or on voit bien que dès qu'on les met en groupe tout seul avec des documents, on s'imagine que ça va, voilà, ils vont comprendre, il suffit de regarder les documents, ils vont trouver. Donc là, pas du tout. Et l'enseignante qui avait préparé avait absolument conçu chacune de ces questions comme un pas à pas, c'est-à-dire que chaque question était pensée pour faire une progression dans la compréhension du texte. CJA, vous imaginez à peu près 8 élèves, certains en grande difficulté. Bien sûr, l'enseignante s'occupe particulièrement, à chaque fois qu'elle pose, elle avait 4 questions à poser, qui ont vraiment été travaillées avec des temps d'écrit, voilà. Et à chaque fois en disant aux élèves, alors comment avez-vous fait pour trouver la réponse? Sur quoi vous êtes-vous appuyé? L'idée étant bien sûr qu'ils apprennent à se repérer dans le documentaire, à comprendre que on n'allait pas tout lire, qu'on allait chercher, qu'on allait prendre des indices, et ainsi de suite. La séance se déroule avec l'aide de l'enseignante et à la fin, eh bien, elle reprend et elle dit alors, qu'avons-nous compris? Comment avons-nous fait pour comprendre? Et le texte documentaire, comment est-il construit? Nous avons repéré que nous nous appuyons sur les titres ou les sous-titres. Nous sommes bien sûr un enseignement très explicite de la compréhension. Comment on fait pour avancer? Mais je pense que la modélisation n'est pas donnée avant, c'est-à-dire qu'elle n'a pas dit au début, alors pour comprendre, nous allons faire ceci, mais elle les a conduits à construire ensemble comment avons-nous fait pour. Et honnêtement, depuis de nombreuses années que je travaille sur ces dispositifs, je remarque l'enthousiasme des élèves, comme vous dites, qui deviennent des compreneurs. C'est-à-dire que le vrai bonheur pour eux, c'est de réussir. Ce n'est pas d'avoir des tâches trop faciles, ce n'est pas forcément un sujet qui les motive, c'est juste que, enfin, et vous voyez les CJA en France, les SECPA et autres, des élèves qui tout à coup découvrent ce plaisir absolu qu'il y a à comprendre un texte, à le savourer, à avoir déjoué les fausses pistes. Vous parliez tout à l'heure d'erreurs, voilà, d'avoir déjoué ces fausses pistes. Et là, vraiment, je crois qu'on donne du sens à ce qui s'apprend, avec peut-être une démarche qui n'est pas explicitement celle qui peut être préconisée, mais en tout cas qui relève totalement de l'enseignement réciproque et qui également, dans de nombreuses recherches que j'ai pu lire, on propose justement et de passer par la schématisation et de passer par ce type d'accompagnement. Si je peux me permettre de répondre, les choix didactiques et pédagogiques ne doivent pas être une préférence. C'est-à-dire que quand on se questionne sur le niveau de guidance qu'un groupe d'élèves a besoin, on va répondre à l'identification de ce qu'ils ont besoin en tenant compte de 4 éléments. 1, à qui je m'adresse? Est-ce que mon groupe d'élèves est faible ou fort? Si j'ai un groupe d'élèves assez faible, je devrais avoir une approche au départ un peu plus structurée et directive. Deuxième facteur, quel est le degré de nouveauté et de complexité de la tâche? Si mon groupe d'élèves est faible et qu'en plus la tâche elle est nouvelle et complexe, la recherche est claire, on devrait être beaucoup plus directif. Le troisième élément, c'est de combien de temps je dispose. Parce qu'un programme, sur une année scolaire, il y a un nombre d'heures précises, il y a un nombre de jours à respecter. Parce que même dans des approches par investigation, même si l'élève découvre, c'est beaucoup plus long que lui enseigner.
Donc, il faut être en mesure de voir quel est le temps dont je dispose. Et le dernier élément, ce que j'enseigne, est-ce que ce sont des idées maîtresses de mon programme, ce qu'on appelle « big ideas » en anglais, ou est-ce que ce sont des idées qui sont plus secondaires? Et on va ajuster le niveau de guidance, non pas en fonction de mes préférences pédagogiques, mais en fonction de ces 4 éléments-là. Donc, dans certains groupes, des approches par enquête, par investigation peuvent donner de bons résultats parce que la clientèle est capable de faire les apprentissages prévus, mais dans d'autres, si on le met en place et qu'ils n'ont pas les connaissances préalables pour réaliser ce qu'on leur propose, c'est l'échec qui les attend. Et ce que l'on souhaite, c'est provoquer la réussite du plus grand nombre. Et les approches qui sont plus de type enquête et investigation, un des dangers, si les jeunes n'ont pas les acquis pour être capables de faire les apprentissages, c'est qu'on risque de créer des connaissances erronées qui vont mener vers l'incompétence et non pas vers la compétence. On va devoir déconstruire les représentations erronées qui ont été faites et les remplacer par les bonnes. C'est tout à fait faisable, mais ça prend un temps fou et c'est parfois des pertes de temps royales. Donc, à partir du moment où on construit une séquence d'enseignement, il faut regarder qui est devant moi, qu'est-ce que j'enseigne, de combien de temps je dispose et quel est le degré de priorité. Les 4 opérations de base en mathématiques, ça doit être enseigné de façon explicite, avec modelage, pratique guidée, pratique autonome. C'est très clair. La recherche est formelle là-dessus. Le décodage en lecture, ça doit être automatisé. Ça doit être enseigné de façon explicite. Les stratégies de compréhension, dépendamment de à qui on s'adresse, généralement, l'enseignement explicite, si vous connaissez les travaux de Maryse Bianco, de Pascal Bressou, de Laurent Lima et d'autres, c'est très clair. L'enseignement explicite, généralement, pour des publics plus vulnérables. Un premier de classe peut apprendre avec n'importe quoi. La compétence enseignante, c'est d'aider les élèves qui ont le plus besoin de nous. Donc, à partir du moment où on veut faire ça, on doit choisir la pédagogie qui va permettre au plus grand nombre d'élèves de faire les apprentissages prévus. Et quand on regarde des recherches expérimentales, pas des recherches qualitatives ou des recherches qui n'ont pas mesuré avec des mesures avant-après, comme on fait en médecine, les recherches sont assez claires. Le National Reading Panel, le National Mathematics Panel, il y a 16 000 recherches qui ont été analysées en mathématiques. Il y en a 100 000 qui ont été analysées au niveau de la lecture. Ces 2 commissions d'enquête-là, qui sont probablement parmi les enquêtes les plus importantes au monde, sont très claires. Puis moi, toutes les expérimentations que j'ai menées, j'ai dirigé les travaux de Céline Guilmois en Martinique, dans les zones de REP, REP+. On a comparé l'enseignement explicite des groupes socio-constructivistes et des groupes de comparaison avec 1000 élèves, 72 enseignants répartis au hasard. 3 opérations ont été enseignées, le calcul de l'addition, le calcul de l'air et l'apprentissage de l'addition, calcul de l'air et division, et l'enseignement explicite les a battus partout, et autant pour les élèves forts que pour les élèves faibles. On a implanté le même type de pédagogie au Maroc, dans leur réforme pour la feuille de route, et c'est la réforme actuellement sur le globe dont les résultats sont les plus spectaculaires dans l'histoire de l'éducation, et ça n'a jamais été vu. Et on a autant de succès au secteur élémentaire qu'au secteur secondaire. Donc, les élèves marocains, 70% de ces élèves-là avaient des retards scolaires. Donc, c'est des élèves qui n'avaient pas les acquis pour être capables de faire les apprentissages. Et pendant 20 ans, ils ont utilisé des approches par découverte. Et ils sont parmi les moins performants aux épreuves internationales. Donc, à partir du moment où on veut aider une clientèle, il faut avoir une vision très claire de la clientèle. Et on ajuste la pédagogie, non pas par des choix personnels, mais par les besoins qui sont devant nous. Oui. Je vous propose de passer, on va continuer ce débat, c'est justement l'objet de la séquence suivante, sur les complémentarités. Peut-être juste avant de passer, redire l'importance de l'enseignement explicite, du choix des méthodes. Le sens ne relève pas simplement d'un habillage motivant, il se travaille dans la conception de l'enseignement. Donc littérature scientifique, accompagnement, savoir acquis, on enseigne. Nous allons passer très rapidement à la séquence suivante et continuer ces débats très passionnants après ceci. Marie-France, nous poursuivons
sur ces débats beaucoup, passionnants. Et voilà, merci pour toutes ces précisions. En effet, donc notamment dans le laboratoire de Maryse Bianco, il y a eu aussi des thèses qui ont été faites et qui ont conclu quand même en constatant que les ateliers très dirigés n'avaient pas d'effet. En tout cas pas d'effet sur le long terme. Et là, ce que je voudrais juste repréciser, c'est que il n'y a pas une méthode explicite et puis en face des méthodes d'investigation ou d'enquête. Là, je suis en train de parler de démarches explicites qui ne se situent pas exactement, qui ne procèdent pas exactement de la même manière. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et là, je vous rejoins totalement. On ne peut pas, surtout avec des élèves en besoin éducatif particulier, des élèves qui en ont besoin, les laisser seuls face à une tâche. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Je veux dire, donc, la notion d'une démarche par investigation où on laisse faire devant du matériel, ou une démarche d'enquête où on laisse réfléchir seul face à un texte, non. Là, je suis en train, moi, de parler d'une démarche explicite que nous, en France, en tout cas, quand nous avons fait le guide pour l'enseignement au cours moyen, notamment avec Maryse Bianco, même si nous n'étions pas toujours d'accord, bien sûr, mais en tout cas, nous avons eu 2 entrées. Une entrée qui était l'instruction directe, une entrée qui était la résolution guidée, et nous sommes bien là sur l'idée que il y a situation-problème posée au début, la situation-problème est suffisamment analysée et que l'enseignant va guider, et je reprends les formules pas à pas, en rendant visible absolument tous les processus qui sont mis en œuvre. Donc là, nous ne sommes pas du tout sur du socio-constructivisme, c'est-à-dire où on laisserait les élèves construire seuls. Non, on les accompagne. Et l'idée là, c'est on accompagne sur une tâche complexe, mais ce sont les étapes de résolution du problème sur cette tâche que l'on va aborder avec les élèves, et non pas un aspect de la tâche, puis un autre aspect de la tâche, et un autre aspect de la tâche, en n'étant pas toujours sûr, bien sûr, que le transfert puisse se faire, c'est-à-dire que la cohésion se fasse. Donc là, le travail qui est proposé, c'est un travail qui repose là-dessus, sur la cohésion, sur un accompagnement absolument guidé, et sur l'idée que, justement, c'est l'explicitation et ce phénomène d'explicitation qui va permettre, bien sûr, de travailler. C'est un travail qui me paraît, et pour l'avoir, alors pour le coup, expérimenté beaucoup et dans beaucoup de lieux, qui permet bien sûr aux élèves de comprendre et de voir ce qu'ils sont en train de faire et comment ils sont en train d'apprendre. Et c'est un travail qui est issu de toutes ces années que j'ai pu passer auprès d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Et c'est vraiment auprès d'eux, bien sûr, que nous avons vu l'importance, par exemple, du Visibléo, qui est dans le panel, notamment dans tous ces travaux américains, la mise en schéma est citée comme l'une des stratégies payantes, ainsi que l'enseignement réciproque. Et c'est vraiment là ce qui est fondamental. J'entends, on parle beaucoup de guidance, d'aider les élèves. Il me vient une question, à partir de quand ne risque-t-on pas de trop guider? On est là aussi pour emmener les élèves vers une certaine autonomie. Steve? Le niveau de guidance doit être correspondant aux besoins de l'élève. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui ont besoin d'être fortement guidés, alors que d'autres ont moins besoin de guidage. Donc, je reviens avec mes 4 critères. Et l'autre dimension auquel il faut absolument faire attention, puis les travaux de John Sweller sont extrêmement clairs, surtout sur la résolution de problèmes. L'entrée en mathématiques par la résolution de problèmes doit être faite de façon bien planifiée et extrêmement bien pensée, parce que si on plonge l'élève trop rapidement dans une situation complexe, on surcharge sa mémoire de travail et l'apprentissage ne devient pas possible. Donc, à partir du moment où on veut provoquer le succès, que ce soit en lecture, en écriture, en mathématiques, on revient toujours aux mêmes choses, il faut que la séquence proposée corresponde aux besoins des élèves. Et dans certains cas, ça sera beaucoup d'accompagnement, beaucoup de guidance, et dans d'autres cas, pas nécessairement. Donc, il n'y a pas de règle universelle. C'est la connaissance fine des élèves qui va nous permettre de choisir exactement ce dont ils ont besoin. Puis moi, actuellement, c'est ce qui me préoccupe le plus. C'est-à-dire, on assiste en éducation depuis au-delà de 100 ans
à un mouvement de balancier. Quand on regarde les réformes qui sont un peu partout réalisées sur la planète, puis Diane Ravitch aux États-Unis, qui est une historienne d'éducation, avait publié là-dessus, Left Back, 100 ans de travaux analysés sur les réformes américaines. Et c'était toujours ce que Robert Slavine appelait le mouvement du pendule ou du balancier. Mais c'est parce que les réformes ne s'inspiraient pas de la recherche. C'est aussi simple et aussi clair que ça. Parfois, j'avais l'impression que l'éducation ressemble à la médecine d'il y a 100 ans. On est encore au temps de la saignée, parce que mesurer avec des recherches expérimentales, c'est pas si présent que ça. C'est souvent des études où on regarde parfois même avant-après, sans groupe de comparaison, et les dangers de ce type de recherche-là sont extrêmement importants. Là, Bressou a fait une enquête auprès de l'Académie de Grenoble pour l'implantation du logiciel Scratch en mathématiques avec du matériel pensé, réfléchi, l'équipe des conseillers pédagogiques. C'est une étude où il y avait des groupes de comparaison. On a pris des mesures avant-après. On a eu la bonne idée, avant de regarder les résultats quantitatifs en mathématiques, de demander aux enseignants comment vous trouvez l'utilisation de l'application. Et unanimement, les enseignants ont dit « Wow, ça fait du sens, les élèves aiment ça, ils sont motivés. » Eh bien, les groupes de comparaison ont mieux fait que ceux qui ont utilisé l'application. Donc, le point de vue des acteurs est un aspect, mais c'est nettement insuffisant pour être capable de statuer sur l'efficacité d'une pratique. C'est la raison pour laquelle il faut mesurer, et c'est à partir de ce que l'on obtient comme information qu'on va être capable de faire les meilleurs choix, parce que notre but, c'est d'aider ceux qui sont devant nous, là. Complètement. Monica? Oui. La question est excellente, cette balance entre quand est-ce qu'on lâche prise et on laisse l'enfant faire et quand est-ce qu'on guide. Et en fait, quand Steve a mentionné les 4 critères, c'était ça la question, c'était ça la réponse à la question qui est venue après. Effectivement, tout dépend, c'est comme une fonction de 4 variables. Quel est le temps? Qui est devant moi? Qu'il a dit très bien. Est-ce que l'idée est importante? Donc, je vais prendre, parce qu'on parle beaucoup de recherche et je suis complètement avec vous, mais je veux aussi penser à des profs qui sont là et je veux parler dans le concret. Quand j'étais à la mission maths, Charles Torossian disait toujours un exemple, ça parle. Donc je vais donner 2 exemples. On a des élèves excellents et qui sont déjà des petits mathématiciens, ils pensent très vite, ils n'ont pas envie que tu leur dises quoi faire. D'accord. Donc on prend 2 exemples simples. La division 15 divisé par 3 égale 5 pour le CP. OK. Si on va laisser l'enfant mais moi je sais, c'est égal à 5. D'accord. Donc on les laisse faire. Ça prend 2 minutes. Ils savent que 15, j'ai 3 groupes et je trouve 5. Mais le rôle du professeur qui va ensuite leur questionner, leur dire quelle est ton histoire à 6 ans, hein? Quelle est ton histoire de division? Eh bien, moi, je fais un partage de 5 pommes par 3 personnes. Très bien. Tout le monde sait que le partage, c'est je divise la partition, c'est la division par partition. Hein? Je divise en 3 parties et chacun doit avoir la même part. Mais est-ce que tu sais, parce qu'il faut aussi le savoir, le faire, voir qu'il y a d'autres choses, parce qu'il pense qu'il sait tout, il est très bon, ou elle. Hein? Et l'autre situation, c'est j'ai aussi 15 pommes. Mais là, ma question n'est pas est-ce que je vais les diviser en 3 personnes, mais je vais faire des groupes de 3 pommes. Un bol, un bol, un bol, un bol et un bol. Combien de bols ai-je besoin? Dans les 2 cas, symboliquement, c'est 15 divisé par 3 égale 5, mais le sens, puisqu'on est en train de parler le sens du 5 dans la partition, division-partition, c'est la part de chacun. Chacun des 3 aura 5. Mais dans la quotition, un mot qui ne parle pas trop aux professeurs parfois, ni aux adultes, c'est quoi quotition? Aujourd'hui, on en a parlé. Ça veut dire, je connais la part de chacun. Dans chaque bol, il y a 3. Et je cherche le nombre de bols que je peux faire. Donc, quand on passe trop vite à l'abstraction, on perd ce sens de distinction. Et, puisque ce qui m'intéresse toujours, parce que j'ai commencé enseignante à l'université, c'est comment ce que je construis au CP, au CE1, au CM2, à tout, va me empuissanter, le verbe que je ne peux pas ne pas utiliser, c'est empower. Empuissanter, je l'ai inventé. Ça veut dire donner la puissance, le pouvoir de réussite plus tard quand ça devient abstrait. Donc,
on sait que plus tard, c'est la division quotient qui va être plus utile. Et je donne encore un exemple, c'est la soustraction, puisque Steve parlait des 4 opérations. On pense que c'est tellement simple, tout le monde sait calculer, même la calculer. Non, c'est plus profond que ça. La soustraction. La soustraction, tout le monde pense, tous les enfants au début, c'est que c'est j'ôte, ôter, take away en anglais. Je mange, je donne, je perds, je vends. Et combien j'en ai maintenant? Bon, ce sens, c'est normal. L'enfant le comprend, tous les adultes lui donnent ces exemples. Tu as plus de moments maintenant ou tu en as moins. Donc, changement vers plus, changement vers moins. Vergniaud appelait ça transformation d'état. Mais ce qui est plus dur, c'est comprendre la soustraction dans le sens de comparaison. Et quand je vois le chemin vers la terminale ou la seconde ou la première, et je regarde l'utilisation du symbole moins, une soustraction. Dans les formules mathématiques, par exemple, de la pente de la tangente ou la pente d'une droite, le coefficient directeur, ou la formule pour la distance entre 2 points dans le plan cartésien, les moins ne sont pas ôter, donner, vendre ou jeter, mais c'est la distance, la différence comme distance. Donc, même pour l'élève qui connaît très bien, et on le laisse parce qu'il sait calculer, on le reprend parce qu'on doit lui guider, lui montrer, l'aider à voir plus profondément le sens multiple de la soustraction, de la multiplication, de la division et de l'addition. Parce que chacun des opérations a au moins 3 sens. J'ai illustré ce que tu as dit. Parce que je sais qu'on pense qu'on ne laisse pas l'enfant penser. Ça ne veut pas dire que j'aime tout ce que vous avez dit, mais j'essaie de montrer, je pense qu'il y a entente. On peut trouver. Complètement. Pour terminer sur cette séquence, Christelle, donc on entend bien que le sens n'est d'abord quand même de structure très claire, mais peut-être aussi d'une expérience vécue et incarnée à travers la classe dehors. Oui, alors je voulais un petit peu rebondir en vous écoutant. Voilà, j'ai pris le temps de vous écouter tous les 3 et du coup peut-être partager que finalement peut-être une des plus-values de la classe dehors et donc complémentaire de vos démarches, c'est qu'en classe dehors, l'enseignant, il va pouvoir plus facilement se décentrer et mieux observer ce que font ses élèves et les écouter aussi. Et je crois que dans l'ensemble de vos démarches, on voit bien que l'importance de la différenciation, qu'en fonction du besoin de l'élève, on ne va pas proposer tout à fait la même entrée. La classe dehors, elle favorise cette multiplicité des entrées. Et elle va permettre à l'enseignant de se rendre beaucoup plus disponible pour les élèves qui en ont justement le plus besoin, pendant que les autres seront plus autonomes sur un espace plus grand et plus ouvert. Et donc, voilà, j'avais vraiment envie de vous partager cette réflexion de praticienne. Très bien. Une toute petite conclusion, un petit feedback avant de passer à la séquence. Voilà, on sent bien que l'enjeu, ce n'est pas de choisir entre explicitation, compréhension, voilà, mais c'est plutôt de trouver une juste articulation dans ces différentes étapes qui vont conduire nos élèves vers la réussite. Je vous propose de passer à la séquence 3. Et pour les enseignants, qu'est-ce que cela change après ceci ? Et pour les enseignants qui sont nombreux, je sais que vous êtes nombreux aussi à nous suivre à distance et vraiment je vous remercie, je vous salue toutes et tous. Donc, et pour les enseignants et pour vous, qu'est-ce que cela change ? Voilà, pour un enseignant, qu'est-ce qu'enseigner vraiment par le sens change concrètement dans la préparation de la classe, dans les gestes professionnels et dans la posture. Marie-France, quels sont les signes qu'un travail sur la lecture aide vraiment l'élève à construire le sens plutôt qu'à appliquer une recette ? Alors, c'est vrai que pour les enseignants, si je puis dire, l'idée là, c'est de remettre vraiment les enseignants au centre de l'activité, c'est-à-dire qu'ils soient en mesure d'analyser, de comprendre l'activité qu'ils vont susciter, l'activité intellectuelle qu'ils vont susciter chez l'élève. Donc je reprends bien sûr mon domaine, qui est celui de la compréhension. Face à un texte, eh bien, je reprends donc ce que j'ai déjà proposé, mais vraiment cette idée de rentrer par la question, mais dans ce texte, finalement, qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Et par exemple, ce matin, tout simplement, pour une
une conférence, une rencontre avec des enseignants, on dirait plus. J'ai pris une fable de La Fontaine, et j'aime beaucoup, à partir de textes tout simples comme cela, enfin simples, très connus, pas simples du tout, mais très très connus, se reposer la question, si je regarde bien ce texte, ou simplement, tu parlais, je crois, du chaboté, voilà. Du petit pousset, mais voilà. Mais par exemple, le chaboté, simplement se demander, mais qu'est-ce qui n'est pas dit ? Finalement, dans ce texte qu'on connaît, qu'on lit, mais qu'est-ce qui n'est pas dit ? À quel moment nous dit-on quelle est vraiment l'intention du chat ? À quel moment nous dit-on que tous les épisodes du conte, sont construits, sont même anticipés quasiment, prévus, en tout cas peut-être pas prévus, mais que le chat a anticipé cette ruse gigantesque qui va consister à faire prendre son maître meunier, pauvre meunier, pour un marquis, à le rendre riche, à donner l'impression qu'il a un château, qu'il a des terres, qu'il est magnifiquement habillé en faisant croire à une noyade, et ainsi de suite, pour aboutir à son projet magnifique qui est, je ne veux pas me faire manger, ce que je veux, c'est une vie tranquille, je veux que mon maître soit riche, qu'il épouse la fille d'un roi. Or, un fils de meunier épouse difficilement la fille d'un roi, sauf, il faut qu'il passe pour un homme très riche. Or, vous voyez que ce sous-texte, n'est jamais donné aux élèves. On va lire comme si ça allait de soi. Et pour s'être rendu compte, là, vraiment dans des classes avec des élèves en grande difficulté, qui ne comprenaient pas, qui n'arrivaient pas à comprendre qui était ce fameux meunier, qui était ce marquis, qu'il n'y avait pas de personnage, ça ne faisait pas sens, c'est le cas de le dire, nous en sommes arrivés à la conclusion que la première tâche, le premier élément, c'est la lecture de l'enseignant. Une lecture complète, une lecture accompagnée de notre part. Donc, dernièrement, avec les collègues de mon laboratoire, nous avons proposé une grille pour accompagner cette lecture, pour saisir les implicites, qui va conduire à qu'est-ce que je mets en place dans la classe, quel dispositif je vais choisir pour qu'il y ait cette construction progressive par l'élève du sens du texte. Et on voit bien que là, pour les enseignants, et c'est tout le bonheur et le plaisir de la formation, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent rentrer dans ces lectures un peu plus fines, aurait-on dit avant, pour qu'ils puissent accompagner les élèves. L'hypothèse étant, mieux les enseignants lisent les textes et préparent les textes qu'ils proposent aux élèves, mieux les élèves comprendront. Ça me paraît vraiment un élément très important, avec, et là je rejoins Steve Bissonnette, avec un niveau de guidage qui, en effet, va correspondre au niveau des élèves. Mais si on veut qu'il y ait préparation, si on veut qu'il y ait mise en place d'un enseignement explicite, il faut vraiment qu'il y ait cet accompagnement par les enseignants. Qu'est-ce que je veux qu'ils comprennent et comment je vais aider mes élèves à construire, à faire ces liens, à construire cette compréhension. On sait que la conscientisation de l'acte de lire et d'écrire dès les petites classes, en maternelle, passe par le modèle de l'enseignant, qui lit et qui écrit et qui montre aussi le geste de lire, qui passe par le regard, mais aussi le geste de la main et du doigt. Christelle, pour faire le lien avec le conte, on sait que tu as travaillé en classe dehors avec des enseignants sur ce conte, et en les entraînant vers les mathématiques. Donc comment est-ce qu'on montre aux enseignants que sortir dehors, faire classe dehors, on reste quand même exigeant sur le plan des apprentissages? En fait, alors je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça ne change pas de sa pratique de classe ordinaire. On continue à faire classe. Je crois que ça, c'est un point vraiment à avoir en tête. Et on continue à partir du besoin qu'on a identifié chez nos élèves. Ce besoin, il a peut-être été identifié sur un temps de classe dehors, mais il peut aussi être identifié sur un temps de classe dedans. Donc l'exigence, elle est permanente. Et donc, pour cela, en classe dehors, l'enseignant va devoir aussi mobiliser un outil de suivi. J'accompagne justement dans les pratiques le carnet de bord qui va permettre justement à l'enseignant de repérer finement ce qu'il a pu observer. La classe dehors, elle permet cette mise en retrait par moment
quand justement l'activité d'enseignement est clôturée ou quand l'enseignant propose un travail justement à partir du compte en petits groupes, là il va pouvoir facilement se décentrer, accompagner un groupe en particulier qui en a plus besoin, mais ensuite tout ce qu'il va percevoir, il va falloir le poser par écrit. Et donc, ce carnet de bord, il est nécessaire. Il est précisé sur ce carnet de bord non seulement ce que l'enseignant a pu observer en direct, donc c'est des observations à chaud, mais sur ce carnet de bord, le carnet de bord, on demande qu'il soit daté parce que l'enseignant, en fait, sur un temps après le temps de classe dehors, il va pouvoir se replonger dans ses écrits et repérer les éléments saillants qui vont lui permettre de construire la suite de son scénario pédagogique. Merci Christelle. Monica, comment, et là je pense qu'on touche vraiment au geste professionnel des enseignants, comment repérer pour un enseignant qu'un élève comprend réellement, en mathématiques en particulier bien évidemment, et ne fait pas seulement comme on lui a montré? Oui. En fait, je voulais répondre à l'autre question, okay. Mais vas-y, vas-y. Non, c'est-à-dire comment l'enseignant, comment on enseigne, qu'est-ce que ça change en fait, pour l'enseignant? C'est ce que tu avais demandé qu'on réfléchisse. Oui. Je pense que de même qu'on doit croire, parce que les recherches montrent que l'enfant est capable de réfléchir mathématiquement, on doit croire au niveau des profs, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec lui, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs, à leur niveau doivent croire que le prof est capable d'être pas seulement celui qui ou celle qui transmet les connaissances, les contenus, mais capable de provoquer, de stimuler, de enseigner le sens profond des mathématiques. Parce que le mathématique n'a pas toujours eu un sens profond. Je l'ai dit, je crois déjà, ce n'est pas seulement obtenir la bonne réponse, juste ou faux, mais c'est développer la pensée mathématique, la pensée algébrique, la pensée géométrique, la pensée informatique, et développer la pensée. Je suis désolée, j'ai un petit blanc. Voilà. Et parce que nous vivons dans un monde, pas le monde de l'après-guerre où les évaluations étaient plus simples. Enfin, on va dire 80 ans, à l'école primaire, où c'est le début, l'enfant, souvent, il fallait trouver la bonne réponse. Aujourd'hui, les enfants auront, je l'ai dit aujourd'hui, est-ce que je l'ai dit en classe ou ici, ils auront, quand ils seront grands, des machines qui pourront calculer, qui pourront analyser, qui pourront simuler. Et donc, on ne peut pas enseigner le niveau procédural, il faut enseigner le sens. Et la donne a changé parce que ce n'est plus la réponse correcte seulement, le nombre ou l'équation, c'est plus que ça. Parce que les enfants seront confrontés à une technologie qui dépasse notre imagination aujourd'hui et ils vont devoir avoir des compétences cognitives de plus haut niveau. Et tout cela, ces attentes qui constitue une grande charge sur le dos des professeurs parce que le monde a changé et parce qu'on leur demande beaucoup, il faut qu'ils le valorisent, qu'ils le comprennent, qu'ils comprennent d'abord le sens des mathématiques et le sens de l'importance de ces recherches qui montrent comment enseigner. Parce que comment enseigner et comment apprendre, c'est une science. Ce n'est pas, comme tu dis, Steve, ce que je pense, ce que je veux. Moi, j'aime cette méthode, moi, j'aime ce matériel et je choisis ça cette année et l'année prochaine. Non, parce qu'après, c'est l'enfant qui est perdant. Donc, faire comprendre le sens des maths, faire comprendre le sens de la pédagogie et de la procédure, et ce n'est pas facile, c'est énorme. Je donne 2 exemples. Un parent à Barcelone, avec qui, parce que je faisais des instituts pour les parents, me dit « But if my child, si mon enfant ajuste, pourquoi il doit expliquer, pourquoi il doit comprendre, c'est incroyable, mais c'est incroyable pour nous parce qu'on est dans une table ronde sur le sens et on se rend compte, c'est une donnée pour nous que c'est essentiel de comprendre. Mais pendant si longtemps, c'était est-ce que tu as les réponses justes? Donc c'est un changement d'état d'esprit, un changement de paradigme. Et quelque chose qu'aujourd'hui, le deuxième exemple, aujourd'hui, on a passé hier et aujourd'hui 2 journées à vraiment
découvrir, ils ont compris. Bon, il y a eu des moments de eureka, il y a des moments d'émotion, des moments de ah, mais pourquoi on ne savait pas ça? Et donc, il y a un prof toute seule dans un coin qui sort, parce que c'était un groupe magnifique comme chaque jour, il me dit, mais pour comprendre, pour enseigner le sens comme ça, il faut que les profs d'abord connaissent le sens pour ensuite l'enseigner. And I said, on dirait que tu sais où je vais ce soir. Je vais à une table ronde sur le sens, et c'est exactement la phrase que je voulais dire, mais c'est toi qui me l'as dit, et merci. Le prof doit comprendre, et je suis sûre qu'ils veulent le sens, mais c'est dur, c'est pas évident d'enseigner par le sens. Ils doivent le valoriser et y croire que tous les enfants peuvent, mais ils doivent être accompagnés. 3 façons: formation de qualité en mathématiques, formation de quantité, avec une vision sur le long terme, ce que j'appelle le continuum. Et troisièmement, je vais un peu lâcher prise de ce contrôle de former et de dire, tout professionnel, docteur, avocat, tous les professionnels, quand ils quittent et ils ont le diplôme, toute leur vie, ils lisent pour s'instruire eux-mêmes. Donc, ce que je veux dire à tous les profs, c'est qu'en plus de tout ce que nous, passionnés, nous voulons vous donner, on ne peut pas tout faire. Vous aussi, vous allez lire, chercher, parce qu'aujourd'hui, tellement de choses sont sur Internet qu'on peut trouver et qu'on peut s'instruire soi-même. Et avec tout ça, vous aurez les meilleurs profs et les meilleurs élèves du monde. Merci Monica, on voit vraiment l'importance de la formation, mais aussi de la curiosité en fait, des enseignants de chercher à se former tout au long de la vie. Pour terminer sur cette séquence, Steve, est-ce que, voilà, on a pu voir des enseignants dans les classes qui essaient de mettre en œuvre cet enseignement explicite, qui parfois, mais n'ont pas complètement intégré la démarche et ont un peu tendance à provoquer ou proposer une recette. Donc, est-ce que cet enseignement explicite va passer aussi possiblement, je vais prendre l'exemple de CP, CE1, par une méthode, le choix d'une méthode de lecture ou le choix d'un ouvrage aussi mathématique qui va leur donner un cadre, une progression, une sécurité quelque part? Bon, je pense que c'est nécessaire, au sens où, complètement d'accord avec ce que je viens d'entendre de Monica, il faut se rappeler que tu travailles sur la méthode de Singapour. Donc, les enseignants se voient aussi remis un matériel qui a été réfléchi, pensé, planifié et dont l'efficacité a été montrée. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit aider les enseignants, on doit leur fournir des outils qui vont lui permettre de ne pas tout inventer. On ne demande pas à un pilote d'avion d'inventer son avion, puis je le prends demain soir, j'espère qu'il ne l'inventera pas. On ne demande pas à un chirurgien cardiaque d'inventer le scalpel, j'espère que quand il va m'opérer, je serai sain et sauf. On ne demande pas à un enseignant de tout inventer. Je travaille actuellement sur la production d'un matériel mathématique et avec des gens fort compétents, et on revient constamment sur la planche à dessin, on recommence, et pourtant, c'est des gens qui sont des didacticiens des mathématiques, qui connaissent la matière sur le bout de leurs doigts, et on se dit, ah, cet exemple-là, celui-là, ah, peut-être que celui-ci avant, ah oui, là, j'en suis sûr, le niveau de complexité est plus grand, on va le mettre du simple au complexe. Donc, l'enseignant, après sa journée, a-t-il le temps, lorsqu'il a une famille, de pouvoir faire de l'ingénierie de curriculum? La réponse, c'est non. Il faut absolument, comme tu le disais, avoir une formation de grande qualité, une continuité dans le temps, c'est évident. Il faut les accompagner, à mon avis, moi, jusque dans la salle de classe. Là, les recherches qui ont été faites sur le développement professionnel nous disent que si on veut qu'une pratique se mette en œuvre en classe, encore faut-il aller jusque dans la classe. Mais on doit aussi leur fournir un matériel clé en main qui va leur permettre de pouvoir faciliter leur boulot. Ici, ce que j'ai compris à Tahiti pour la prochaine rentrée, je crois, il va déjà y avoir un matériel
que Monica sur laquelle elle a travaillé fort avec la librairie des écoles, qui est la méthode de Singapour. Donc, tu es ici pour faire comprendre cette méthode-là, pour s'assurer que les enseignants vont l'utiliser, mais ils n'ont pas à inventer. C'est du matériel déjà bien connu. Et en lecture, ce que j'ai compris, c'est que je ne me rappelle pas le nom de la collection qui aura été choisie. Lecture c'est piano. Ça. Et c'est une méthode syllabique en lecture pour faciliter l'apprentissage du décodage, puis ensuite de ça, ou en même temps, les stratégies de compréhension. Donc, quand on leur fournit du matériel, ben moi, je trouve que, surtout si le matériel est validé, on facilite leur boulot. Ensuite, on doit les accompagner pour l'utiliser adéquatement. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut robotiser l'enseignement, là, soyons clairs. Là. Un enseignant va toujours colorer son enseignement avec son enthousiasme, son humour, sa curiosité, etc. Mais en même temps, enseigner en 2026, là, soyons très clairs, hein, les recherches sont assez nettes. C'est difficile. La pandémie a laissé des traces négatives auprès des élèves, autant au primaire, au secondaire, même chez les adultes, augmentation des problèmes de comportement de nature internalisée, externalisée de 30 à 40 %. L'Institut de santé publique au Québec a fait une revue littérature et c'est vraiment troublant ce qui a été montré. Donc, enseigner, le défi est encore plus grand maintenant qu'il l'était avant la pandémie. C'est ça. Donc, si on peut leur donner une formation de qualité, un matériel de qualité qu'ils vont devoir s'approprier et les accompagner jusque dans la salle de classe pour s'assurer que c'est fait correctement, bien là, moi, je pense qu'on a tous les ingrédients pour que les élèves apprennent et que ça fasse du sens. Et je veux préciser, parce que peut-être j'ai été mal comprise ou je n'ai pas voulu, c'est que quand j'ai dit lire, on dit beaucoup de choses, là, on parle d'enseignement explicite, on a des termes, il y a des recherches, des articles qu'ils peuvent lire pour savoir plus. C'est ça que je veux dire. Pas du tout pour aller chercher, pour inventer. C'est ça le problème, c'est qu'on a toujours pris ce qu'on... et on n'a pas une systématisation. Donc, je voulais préciser ce que je voulais dire par la curiosité de lire. Merci, Marie-France. Juste un tout petit mot pour poursuivre sur cette idée qu'en effet, hein, on ne va pas demander aux enseignants de refaire le monde tous les soirs. Ils ont vraiment beaucoup d'autres choses à faire et beaucoup de disciplines et de matières à enseigner. Alors là, par exemple, sur les deux circonscriptions avec lesquelles j'ai travaillé, il a vraiment été question de proposer des ressources. Les ressources, c'est-à-dire des textes qui sont déjà lus, préparés et surtout qui sont ancrés dans toute l'histoire, les histoires locales, notamment, voilà, vous imaginez bien la richesse des marquises, la richesse ici sur Tahiti même, eh bien, s'ancrer là, prendre des légendes, prendre des textes qui ont du sens, qui sont choisis et qui sont préparés de manière à ce que, bien sûr, ces outils, enfin, je veux dire, ces ressources, les enseignants après les prennent à leurs mains, mais ils ont là ce qu'il faut le soir pour se dire, bon, alors, demain, j'ai une leçon de compréhension à faire, qu'est-ce que je fais? Je vais aller choisir un texte. Donc là, je vous rejoins tout à fait, hein, et en effet, cette idée de l'enfant est capable de réfléchir, et le geste qui va avec, c'est ouvrir l'espace de réflexion, le maintenir, le relancer, naturellement, recentrer, écouter. Et là, nous avons vraiment des élèves qui vont apprendre à réfléchir sur le sens de ce qu'on enseigne. Merci Marie-France. Nous terminons cette séquence avec Christelle. Oui, en fait, en vous écoutant encore, j'ajouterais un ingrédient à tout ce que vous venez de dire. Mobilisez vos démarches, les démarches que vous défendez, en les pratiquant aussi dehors. Ça prend un autre sens et encore plus en Polynésie. Après avoir passé 15 jours avec des enseignants, des formateurs sur des temps de formation dehors, j'ai pris la mesure ici de l'importance du milieu, des milieux de vie qui mobilisent ces enseignants, qui mobilisent aussi leur connaissance fine de leurs histoires de vie, de leur culture, autant que des richesses faunistiques et floristiques qui sont ici. Et donc mobiliser vos démarches dehors, c'est d'une puissance assez étonnante. Une conférence pour les parents et c'est exactement ça. Je vais leur montrer à la plage, à la montagne, dans des fêtes, mathématiques partout, dehors.
Et le maths en famille, c'est que ça, des maths dehors. C'est un de mes playlists sur ma chaîne. Et je suis complètement... tu nous as dit que tu complètes, c'est peut-être nous qui complétons maths dehors. Merci. Je clôture cette séquence. Donc, nous allons passer maintenant aux questions du public, après ceci. Première question, une question sur l'évaluation. Quelle est la place de l'évaluation dans tout ce process et dans tout, est-ce que c'est intrinsèquement lié au process d'apprentissage? Je vous laisse. Qui veut intervenir? Steve? C'est un mal nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas mesurer les apprentissages des élèves. Je ne veux pas évoquer les types d'évaluation, vous les connaissez tous, mais on ne peut pas être dirigé à vue. Si on veut être capable d'aider un élève en difficulté, encore faut-il savoir qu'est-ce qu'il maîtrise, qu'est-ce qu'il ne maîtrise pas, et ensuite de ça, fournir l'aide qui va être appropriée. Donc, la régulation des apprentissages et de l'enseignement qui l'accompagne doit prévoir de l'évaluation. Moi, j'ai travaillé avec les gens ici cette semaine. J'ai présenté le modèle de réponse à l'intervention qui a été élaboré aux États-Unis en 1993 par Walker en Oregon, qui a été repris par le Conseil scientifique pour la lecture il n'y a pas si longtemps que ça. Quand même un modèle qui existe depuis 30 ans. On a des tailles d'effet autour de 0,75. Donc, c'est un excellent modèle d'organisation de service pour les élèves. Et il prévoit annuellement, minimalement, 3 évaluations pour être capable de savoir qu'est-ce qui est maîtrisé, qu'est-ce qui est pas maîtrisé, repérer les élèves qui ont plus de besoins que d'autres, puis de faire des sous-groupes d'élèves pour être capable de leur fournir l'aide dont ils ont besoin. Mais il faut voir l'évaluation à l'intérieur de ce qu'on appelle un alignement curriculaire. On a un programme d'études. Le programme d'études se matérialise en enseignement. L'enseignement doit être un miroir du programme. Et l'évaluation doit être un miroir de l'enseignement. Et dans ceux qui font de la conception de curriculum, c'est ce qu'on appelle de la planification en rebours. Donc, on regarde quel est le profil de sortie qu'on veut avoir de l'élève et toute la planification va avoir été faite pour arriver en bout de course au type de compétences qu'on veut ou au profil de sortie, peu importe. Mais l'évaluation, c'est extrêmement important. Puis ça n'a pas besoin d'être une évaluation formelle. Une question posée en salle de classe est une évaluation formative en soi. Donc, moi, j'ai toujours dit, on doit avoir la phobie de la compréhension. Donc, toujours questionner pour voir est-ce que l'enseignement que je donne ou est-ce que ce que les élèves font leur permet d'arriver à comprendre. Et la seule façon, c'est de poser des questions ou c'est de demander, est-ce que tu peux me réexpliquer ce que tu as réalisé, ce que tu comprends, tu me dis que la réponse est telle chose. Moi, j'aime bien leur ajouter parce que quoi. Donc, à partir du moment où on a accès à des questions, c'est une forme d'évaluation, puis c'est un mal nécessaire. C'est extrêmement important. Merci, Steve. Monica? Okay. C'est une question sur l'évaluation. Oui. Tu peux la répéter, je ne l'ai pas vue. Oui, l'évaluation dans le Alors, process, on est complètement d'accord que l'évaluation dit quelque chose à l'élève et dit quelque chose au professeur. Mais dans la plupart des mouvements, par exemple Standards Era 2000 aux États-Unis, là on fait des choses différentes, par exemple vraiment bien manipuler le triptyque, manipuler, représenter, abstraire, l'importance de justifier, d'expliquer, de comprendre. Le triptyque, l'élève doit verbaliser, mais quand l'évaluation, donc quand on change et on va vers le sens, comme on est en train de parler, vers la profondeur, vers pas seulement faire sans comprendre, et l'évaluation dans les changements, donc d'abord il y a l'enseignement, il y a la pédagogie et puis il y a les livres et tout ça. La dernière chose qui change, c'est les évaluations. Et souvent l'évaluation n'est pas en train d'évaluer ce que nous, les formateurs, nous valorisons et nous passons aux professeurs et les professeurs aussi valorisent. Aujourd'hui, chaque jour, on me dit, et je pense qu'ils ont raison, ils me disent, mais par exemple, ils sont au début de CP.
Et alors, je suis en train de critiquer nous-mêmes parce que je pense qu'on doit toujours se regarder et faire mieux. Je suis au conseil scientifique et je pense qu'on peut faire mieux. Alors, je comprends qu'on veut garder les évaluations sur le long terme pour voir comment on évalue les élèves, mais on doit aussi modifier pour que l'évaluation reflète, comme tu dis, l'enseignement. Je donne un exemple. On a 5 ans ou 6 ans, j'arrive en CP. Je dois comprendre d'abord. Je ne suis pas dans le... Et quand on donne des additions très vite, et ils doivent en faire autant sur un temps de temps, ben ça stresse l'enfant, les recherches le montrent, et c'est trop tôt pour lui donner combien de sommes tu peux faire en tant de temps, c'est au début du CP. Donc je pense que quand le prof me dit « mais ça, c'est pas adapté », et il y a d'autres choses comme ça où on pourrait s'améliorer. Donc je dis que si l'évaluation reflète, comme tu as dit, l'enseignement et les objectifs didactiques et pédagogiques qu'on s'est donnés, alors oui, bien sûr qu'on a besoin. On ne peut pas sans évaluation. Mais le problème, c'est que parfois, il y a un décalage entre ce que nous mettons dans l'évaluation et ce que l'élève doit apprendre cette année X. Donc, il faut qu'on soit précis. Si ce n'est pas ce qu'ils apprennent, il faut dire, on veut leur montrer, voir comment ils font avec ce qu'ils savent dans quelque chose de nouveau. Mais le problème, c'est que les profs voient que les élèves n'arrivent pas et le message, c'est « je ne fais pas mon job, je ne fais pas mon travail ». Est-ce que je suis claire ? Il faut que ça ne soit pas décalé, c'est tout. Alors, je ne dis pas que c'est vrai pour toutes les évaluations, mais il y a des éléments de l'évaluation qui peuvent être améliorés pour qu'ils matchent mieux, pour qu'ils soient en harmonie avec ce que les objectifs d'apprentissage. Marie-France ? J'ai senti ton corps dire oui. Oui, tout à fait. Et ce qui me paraît aussi très très important, bien sûr, c'est l'évaluation en accord avec ce qu'on a enseigné. Hein. Et là, par exemple, dans ce texte, qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Qu'est-ce que je veux que les élèves comprennent ? Et mon évaluation va être... est-ce qu'ils ont compris ce que je voulais qu'ils comprennent ? Est-ce que j'ai enseigné naturellement la compréhension de ce que je voulais qu'ils comprennent ? Avec aussi, ce qui est aussi important quelquefois, c'est observer justement les procédures, observer les processus. Et là, on sera peut-être davantage, et je me tourne vers Christelle, sur des situations d'observation. Comment font-ils pour résoudre un problème ? Est-ce qu'ils ont conscience ? Est-ce qu'ils ont pu nommer le problème et la manière de le résoudre ? On a 800 000 élèves. Oui, mais je veux dire, dans les évaluations nationales, on a des choses qui sont... C'est l'ordinateur qui doit nous aider. Donc, toutes ces choses que nous valorisons, nous ne pouvons pas les évaluer. Quelquefois, il y a eu dans les évaluations nationales, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire des évaluations aussi, et quelquefois, il y a eu des questions, il y a eu des années où on avait des questions qui étaient « Comment as-tu fait pour ?» Mais c'est très artificiel et en réalité, les élèves n'y répondent pas, donc on a peu de réponses. Voilà, donc... La seule manière de le savoir, bien sûr, c'est dans la classe, l'observation. Mais au niveau des évaluations à grande échelle, quasiment voilà. Et je parlais de ça, hein. Oui. Les trucs à grande échelle. Ce que les profs font en classe, c'est excellent. Complètement. Christelle ? Vas-y, Christelle. Sur l'évaluation ? Eh bien, en fait, moi, je suis bien évidemment d'accord avec vous. L'évaluation, elle est permanente, que ce soit en classe dedans et en classe dehors. Et donc, là encore, l'observation attentive, elle est facilitée en classe dehors. Elle va même nous donner des informations complémentaires sur les élèves, parce que le comportement des élèves en classe dehors est différent. Parce que tout simplement, il y a des compétences qui sont mobilisées chez les élèves dehors et qui ne sont pas sollicitées en classe dedans. Donc l'enseignant peut tirer des informations supplémentaires sur ce que savent faire les élèves et sur des compétences qui sont peut-être non scolaires, mais qui sont à mobiliser aussi quand l'élève apprend. Donc l'évaluation, elle est éclairante aussi quand on travaille en observation active, attentive dehors. Une dernière question avant de conclure cette table ronde qui est déjà terminée. Apporter le sens à l'école, travailler sur l'enseignement explicite à l'école, bien évidemment, mais quel lien avec les familles ? Est-ce que la coéducation a un rôle aussi pour les élèves qui souhaitent
répondre. Marie-France ? Oui, alors je veux bien intervenir là-dessus. J'ai pu aussi faire plusieurs conférences à destination, en tout cas des rencontres, peut-être pas forcément des conférences, mais des rencontres avec des parents aux Marquises et ici à Tahiti. Et justement, sur cette question, alors c'est peut-être pas complètement le lieu, mais cette question du bilinguisme et cette crainte aussi des parents qui disent, mais oui, nous, qu'est-ce qu'on fait à la maison? Comment pouvons-nous aussi aider nos enfants à trouver du sens et à donner du sens à ce qu'ils font? Et donc, une réponse impossible, c'est simplement s'intéresser à ce qu'ils font, parler le plus possible avec eux. On sait bien que les élèves qui réussissent le mieux, ce sont des élèves qui, à la maison, entendent et discutent beaucoup. Il y a vraiment des différences de la quantité de mots échangés en 1 heure selon les familles, des différences importantes et qui malheureusement sont déterminantes après pour la réussite des élèves. Donc, parler avec les élèves, simplement les enfants, simplement leur demander « mais qu'as-tu fait aujourd'hui ?» et est-ce que tu étais content? Ah, mais c'est bien, valoriser un petit peu, tu étais plus content que la dernière fois, ça a mieux marché. Et puis donc, pour revenir à cette histoire du bilinguisme, les parents me disent « mais oui, mais nous, on a un problème de langue, voilà, nous parlons soit tahitien, soit marquisien, soit autre. » Et leur dire, mais ce qui est important, c'est de parler, quelle que soit la langue. Et s'il y a vraiment ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, et s'il y a vraiment quelque chose à dire et à diffuser, parler une langue, quelle qu'elle soit, c'est une chance, le bilinguisme. C'est un atout. Moi, je t'entends parler, passer d'une langue à l'autre avec facilité. Nourrir ces enfants, leur permettre vraiment de passer d'une langue à l'autre. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans les ressources qui ont été proposées par les collègues, c'est que les textes étudiés en français sont traduits ensuite en marquisien ou en tahitien. Et là, je crois qu'on fait vraiment le lien entre la famille, la possibilité de raconter chez soi un texte lu dans une langue qui est la langue locale, la langue de la famille. Complètement. Steve? Je ne veux pas répéter ce que la collègue vient de mentionner. En fait, moi, je pense qu'il faut tout faire pour que les parents puissent s'intéresser à ce qui se passe à l'école. Je disais à des collègues cette semaine, c'est important d'appeler à la maison quand ça va bien, pas seulement quand ça va mal, pour donner des commentaires négatifs, parce que le jour où j'aurai besoin de leur collaboration, si j'ai pris l'habitude d'appeler à la maison pour souligner un bon comportement, j'aurai peut-être accès à la collaboration de ceux-ci ensuite. Et j'ajoute ceci, il y a des enfants ou des adolescents où les parents collaborent. Et c'est ce qu'on souhaite. Malheureusement, il y a des enfants, puis il y a des adolescents où la famille ne collabore pas. Et à ce moment-là, ça ne doit absolument pas devenir une raison pour baisser les bras. En anglais, on dit « no child left behind ». Donc, c'est-à-dire, aucun enfant doit être laissé de côté. Et si les parents sont là et qu'on le souhaite et qu'ils collaborent, c'est évident que ça paraît. Mais si les parents ne sont pas là, on ne peut pas baisser les bras. L'équipe doit se mobiliser pour se dire comment allons-nous faire pour aider cet enfant-là. Donc, oui, les parents, il faut tout faire pour les avoir, mais ça ne doit pas devenir, je sais qu'en Polynésie, ça n'existe pas, mais ça ne peut pas devenir une raison pour baisser les bras. Vas-y, Christelle. je termine. Quelque chose parce que le dehors, en fait, facilite aussi la collaboration et rend visible certains métiers de famille qui ne sont... alors, je m'explique. Je donne un exemple concret comme le propose Monica. J'ai accompagné et j'accompagne encore des classes dehors sur des espaces publics, notamment des parcs urbains, dans lesquels les enfants pratiquent aux côtés d'habitants et notamment de professionnels des espaces verts qui entretiennent ces parcs urbains. Et en fait, dans le quotidien de la pratique de classe dehors, les enfants tissent des liens avec ces professionnels qui, généralement, sont
sont invisibilisés dans cet espace public. Et le week-end, quand ils reviennent dans ces parcs urbains avec leur famille, ils se dirigent, ils vont saluer ces professionnels. Et le lien, et le parent découvre que son enfant connaît un tel et un tel qui travaille dans l'espace. La classe dehors, c'est aussi un lieu peut-être où l'autorité institutionnelle est un peu plus mise à l'écart. Et elle facilite en fait pour certaines familles, elle rend possible pour certaines familles la possibilité d'accompagner leur enfant sur un temps de classe. Parce qu'on ne rentre pas dans l'enceinte de l'école, on est juste à côté, à proximité, et ça peut changer tout pour certaines familles. Alors, en Polynésie française, on a un levier formidable au niveau de la classe dehors, que sont les aires marines éducatives et les aires terrestres éducatives, et où le lien avec les familles peut être et doit être très fort. C'est-à-dire qu'on a, les Polynésiens sont un peuple de la mer, avec une connaissance ancestrale de la mer, de la terre, des étoiles, et donc les familles aussi peuvent être très proches lors de ces sorties sur les aires marines ou les aires terrestres, connaître les métiers de la mer, être pêcheur, connaître son littoral, et c'est autant de leviers qui permettent cette coéducation. Monica, tu voulais rebondir? Plusieurs choses. Donc, bilinguisme, absolument, c'est un atout, c'est un plus. Les recherches montrent à quel point le cerveau bilingue, comme il se développe, et c'est un atout. Il ne faut absolument pas penser que c'est un problème, c'est un plus. Le message aux parents, c'est qu'ils doivent venir et être partenaires dans l'éducation mathématique de leurs enfants. Ils ont un rôle à jouer. Mais il n'est pas d'imiter le prof ou d'être pédagogue, il est de faire autrement. Pas faire l'école, pas faire les maths comme à l'école, faire d'autres choses. Il y a tellement de choses. On peut jouer à des jeux de nombres, des jeux de lois pour apprendre la bande numérique, des jeux de forme, des jeux de logique. On peut créer des situations problèmes. On est à table, on fête l'anniversaire. Tout le monde a peut-être du champagne ou peut-être une boisson et peut-être on fait cling-cling avec les verres. On est là, on est 6 ou 7 ou 10 et on se pose la question. Voilà un problème. Est-ce qu'on peut essayer de voir tous ensemble combien de fois on a touché les verres, combien de clink on a eu. On peut le faire de 5 façons différentes. On peut créer des situations problèmes. Dans les spectacles, dans la musique, dans l'art, il y a les mathématiques partout, dans la danse. Le danse, c'est les puissances de 2, etc. Donc, l'idée, c'est de ne pas être « je sais tout » ou « je ne sais pas, donc je ne peux pas aider mon enfant ». Il faut prendre l'attitude, la démarche scientifique. Parce que mathésis, le grec ancien, veut dire quoi ? A person of many learnings, ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. C'était souvent des connaissances scientifiques. Même si on n'a pas ces connaissances, ce qu'il faut, c'est ce que le scientifique a, c'est l'observation, c'est le questionnement. Donc, demandez à vos enfants, qu'est-ce que tu veux savoir? De quoi tu es curieux? Et même si je ne sais pas, on va chercher ensemble. On a des livres, on a Internet, on a des gens, des spécialistes. Découvrons ensemble. Et cette attitude de « je ne sais pas tout, mais je vais chercher » parce que c'est la question qui va c'est ça qu'on veut faire avec les parents. Donc voilà, les parents et les enfants, chercher ensemble, jouer ensemble, et surtout exposer les enfants à plein d'expériences. Exposer les enfants. C'est une introduction et une invitation à la curiosité parce qu'on doit stimuler la curiosité naturelle de nos enfants parce qu'elle est là. Merci à tous les 4. Alors vraiment une dernière question. On ne va pas reprendre l'ensemble des débats qui sont vraiment passionnés par des personnes passionnantes. Que faudrait-il, quel message vous souhaiteriez faire passer à nos enseignants, à nos internautes qui nous regardent? Qu'est-ce qu'il faudrait absolument retenir selon vous pour enseigner par le sens aujourd'hui et peut-être demain? Marie-France? Alors, je dirais, en une phrase, le cerveau humain cherche à comprendre. Les moments de compréhension du sens, c'est des moments de eureka, de bonheur. Nous cherchons le sens dans la vie, nous cherchons le sens dans nos relations
en famille, avec nos époux, nos enfants, pourquoi ne pas chercher le sens en mathématiques? Parce qu'il a été dénué de sens pendant trop longtemps. Cherchons le sens dans les mathématiques aussi. Ça, c'est mon petit point de vue. Marie-France? Je veux bien continuer. Alors, pour moi, vraiment, ce qui est important, c'est que ce dont nous avons débattu aussi, c'est-à-dire que tout enfant et tout élève est capable de réfléchir, qu'il faut lui permettre d'épanouir cette capacité de réflexion, qu'il faut dans la classe, dans la famille aussi, ouvrir ces espaces de réflexion. On va réfléchir ensemble sur des petites choses, sur des grandes choses, mais l'idée, c'est vraiment permettre de réfléchir et de ne pas, de ne pas restreindre la réflexion, mais au contraire, trouver des situations qui vont lui permettre de s'épanouir. C'est un bonheur absolu, et c'est vrai que quand on voit des élèves qui comprennent et qui se régalent parce qu'ils ont compris, on ne peut qu'être touché. Et l'autre jour, des collègues me disaient, mais dans une classe de CE2, de cycle 2, dans une classe de cycle 2, un collègue maître formateur disait, mais j'en avais les larmes aux yeux, tellement c'était un bonheur de voir ces élèves petits qui étaient totalement dans la lecture, dans ce qu'ils étaient en train de comprendre, de découvrir. Voilà, ça je crois que c'est vraiment l'élément essentiel pour moi, c'est le bonheur, comprendre, c'est du plaisir, et si on veut partager du plaisir, eh bien, c'est vraiment offrir la possibilité à tous de comprendre. Merci Marie-France. Christelle? Mais pour moi, je dirais que le dehors peut devenir un partenaire pédagogique essentiel qui va donner du sens à ce que l'on apprend et à ce que l'on enseigne aussi, donc du sens pour l'élève et du sens pour l'enseignant. Et j'avais envie, pour faire le lien peut-être avec notamment la lecture, vous partager une citation de Jacques Lévin, mais que je vais un petit peu compléter, et qui dit ceci, c'est la lecture du monde qui va donner du sens au monde de la lecture et au monde de l'école, je dirais, j'ajouterais. Merci Christelle. Steve? Pour terminer, pour que l'élève ait accès au sens, il doit comprendre. Donc les enseignants doivent se questionner sur quelles sont les meilleures façons d'aider les élèves à comprendre. Et rappelons-nous qu'un élève qui comprend, c'est un élève qui va avoir une meilleure motivation. Vous avez parlé de bonheur, de plaisir, c'est exactement ça. C'est des élèves qui vont persévérer, c'est des élèves qui risquent d'obtenir un diplôme d'études et ensuite le bien-être va s'installer. Merci. Marie-France, tu parlais de bonheur absolu. Steve, tu viens de reprendre ces termes-là. Pour moi, ça a été un bonheur absolu de pouvoir vous réunir. Je remercie tous nos internautes. Nous avons vécu, je crois, des débats vraiment passionnants avec des personnes passionnées. Voilà, c'est grâce à ces personnes-là que nous allons être capables d'évoluer et de tous nous transformer. Merci à toutes et tous. Merci. Honorée. Vraiment, merci.